OK. Bonsoir. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je suis Suzanne Sauvage, la présidente et chef de la direction du Musée McCord Stewart, et je suis très heureuse de vous accueillir à notre premier échange urbain de la 11e session. Alors, 11 ans déjà qu'on organise des échanges urbains. Alors, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais avant toute chose, je voudrais reconnaître que le musée McCord est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones, un territoire qui n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation ghanéenne Gaga démontre toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Acknowledging that colonialism has had devastating consequences on First Peoples, the museum recognizes its duty to help raise awareness of Indigenous cultures and to support their continued vitality. Alors, ceci dit, je crois qu'après 11 ans, on peut se dire que nos échanges urbains sont devenus des rendez-vous incontournables pour tous ceux et celles qui s'intéressent aux enjeux de patrimoine architectural et d'urbanisme à Montréal. Et je dois vous dire que j'en suis très heureuse parce que c'est un sujet qui m'intéresse personnellement et j'en suis aussi très fière. Alors, comme vous le savez peut-être, j'ai annoncé que je prendrais ma retraite à la fin de l'année et c'est donc pour moi le dernier échange urbain, cher Dinou, en tant que présidente du musée. Bien sûr que je vais revenir surveiller ça en tant que spectatrice. Alors, je vais profiter de l'occasion donc pour remercier très chaleureusement Héritage Montréal, son équipe et tout particulièrement Dinou pour la grande ouverture et surtout la grande complicité dont ils ont fait preuve au cours de toutes ces années. C'était un plaisir et un bonheur de travailler avec l'équipe d'Héritage Montréal. Je pense que nous partageons les mêmes valeurs d'attachement au patrimoine architectural et à l'histoire de notre ville, et c'est sûrement ce qui rend ce partenariat aussi solide et aussi vivant. Donc, un grand merci Dinou, un grand merci à Héritage Montréal pour le plaisir que j'ai eu à collaborer avec vous et je souhaite une longue vie aux échanges urbains. Je veux aussi remercier le public qui nous a toujours été fidèle au cours de ces années et qui s'est élargi au fil des ans grâce à la diffusion de nos échanges par le numérique. Alors, merci de nous suivre et continuez à militer pour que notre ville se développe en harmonie avec son passé, tout en se transformant pour le mieux. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je passe maintenant la parole à Maria-Louisa qui va vous présenter le thème et nos invités. Et merci beaucoup, Suzanne. Puis, je voudrais juste prendre une minute, peut-être un message un peu personnel aussi pour Suzanne, parce que je voulais souligner l'immense plaisir que j'ai eu à travailler avec vous pendant 7 ans. Vous êtes encore une directrice dévouée avec qui j'ai beaucoup appris, mais par-dessus tout une femme inspirante. Et je sais que je ne suis pas la seule à le penser. Puis c'était un bonheur de travailler avec vous, entre autres, sur cette série. On a travaillé ensemble beaucoup sur la série avec l'équipe d'Héritage Montréal, avec Dinou et Amélie aussi. Donc, depuis 7 ans qu'on réfléchit à toutes ces questions. Et nous avons eu de très longues discussions et je peux en témoigner. Suzanne est vraiment une amoureuse de Montréal. Elle adore la ville, discuter des questions qui animent notre métropole. Et je pourrais continuer longtemps, mais on vous attend pour les prochains échanges urbains comme spectatrice, comme vous l'avez si bien dit vous-même. Merci. Alors maintenant, je vais vous présenter les 3 invités qui vont discuter de la thématique que nous avons retenue pour ce premier échange urbain de la saison 2023-2024, donc les banlieues, patrimoine moderne à l'ère du développement durable. Donc, on accueille Lucica Morissette, qui est historienne de l'architecture et professeure titulaire de la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'UQAM. Lucie Morissette étudie l'histoire de l'urbanisme, particulièrement au 20e siècle, et les rapports entre l'identité et la culture, notamment dans le patrimoine. Ses travaux les plus récents incluent plusieurs publications et conférences sur le patrimoine industriel, des explorations théoriques sur le patrimoine comme agent de transformation et sur le droit au patrimoine dans une perspective de justice sociale, ainsi que des initiatives de recherche-action sur le développement local et le développement stratégique du territoire.
Lucica Morissette a été élue à la Société royale du Canada en 2011. On accueille aussi M. Guy Vadeboncoeur à titre de vice-président de la Société de développement culturel de Terrebonne. À l'emploi du musée Stuart de 1971 à 2014, Guy Vadeboncoeur a occupé des postes clés en association avec les collections. De 1975 à 2013, il a organisé et dirigé près de 90 expositions temporaires et itinérantes, en plus des 3 redéploiements de l'expo permanente et du réaménagement complet du musée en 2009. M. Vadeboncoeur a présidé à la Société des musées du Québec à 2 reprises, ainsi qu'à l'Association des musées canadiens. Il a également œuvré au sein de la Société de conservation du Sault-au-Récollet et a été membre de la Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal. Retraité depuis 2014, il est aujourd'hui consultant en muséologie et met de l'avant son expertise solide en planification stratégique, en gestion de collection, en éducation et programmation et en histoire militaire coloniale et contemporaine. Et enfin, Nathalie Martin, qui détient 25 années d'expérience en aménagement du territoire et plus particulièrement dans les domaines de la planification et des études urbaines, ainsi que de la réglementation et de la gestion et de la mise en valeur du patrimoine. Depuis mars 2017, elle occupe le poste de directrice adjointe au sein du service de l'urbanisme de la ville de Laval. Elle coordonne principalement les activités des divisions de planification du territoire, d'aménagement et design urbain et de réglementation. Elle a participé à la mise en place de nombreux comités favorisant l'expertise transversale entre les différents services ayant un lien entre l'aménagement du territoire et le patrimoine. Elle a également occupé pendant 3 ans le poste de chef de division du patrimoine à la direction de l'urbanisme de la ville de Montréal. Enfin, je rappelle que les présentations se dérouleront en français et seront suivies d'une discussion avec le public et les questions peuvent être posées en français ou en anglais. Les personnes qui nous suivent aussi sur Zoom, donc en diffusion sur Internet, peuvent également poser des questions à partir de la fonction questions-réponses. Voilà. Et so please note that the presentation will be in French and the question can be asked in French or in English. People who are following the lecture on Zoom can use the Q&A function to address their question. Donc, je remercie encore une fois nos invités de ce soir et je vais laisser maintenant la parole à Dinu pour présenter la thématique. Merci. Merci Maria-Louisa. Bonjour. Et avant toute chose, un grand merci à Suzanne Sauvage et un grand hommage à elle pour tout ce qu'elle a pu faire. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de complicité. C'est vrai encore que j'ai toujours pas réussi à faire passer l'idée d'un échange urbain sur le béton, ce mal-aimé. Mais ça viendra un jour. Et mais surtout, je pense qu'il faut quand même rendre honneur et sans l'esprit d'aventure et de pertinence que Suzanne a amené non seulement avec son équipe au McCorn, mais dans nos relations comme partenaire avec Héritage Montréal, les échanges urbains n'auraient peut-être pas commencé et sûrement n'auraient pas duré autant et encore davantage. Alors merci beaucoup Suzanne, on compte sur toi pour maintenant que ta parole sera libérée, ton droit de réserve sera levé, pour être non seulement dans l'auditoire, comme tu as employé le terme spectatrice, il n'y a pas de spectateurs ici, il y a des participants et des participantes. Alors, merci encore et hommage à toi. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre. J'aimerais peut-être mentionner 2, 3 éléments. D'abord, il y a toujours des éphémérides. Hein. Lucica me rappelait ça, que c'était bien sûr la fameuse bataille du Lunj entre les armées germano-croates et les forces ottomanes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les forces croates étaient notamment les forces d'un ban, BAN, donc qui est une unité de territoire. Et le mot banlieue qui va nous intéresser aujourd'hui, puis on en parlait tantôt, le mot suburb a une racine un peu différente, mais le mot banlieue est un mot du Moyen-Âge. Ce n'est pas un mot des années 1950 avec des voitures, avec des drôles de formes et tout ça, là, des flyways. C'est un mot qui nous rappelle cette idée où, à une certaine époque, il y avait les villes et pour que la justice puisse être rendue, on définissait des distances des villes au-delà desquelles certains juges pouvaient opérer. Et c'était le lieu au-delà le territoire au-delà d'une lieue. Une lieue, c'est à peu près 4 km. Alors, vous qui connaissez bien le Mile End à Montréal, eh bien, pas du tout, ça n'a rien à voir, parce que le Mile End, c'est juste 1,5 km. Pour aller 4 km, il faut arriver au marché Jean Talon. Alors, la banlieue, c'est le marché Jean Talon. Je veux dire, imaginez-vous, avec le marché du Nord et tout ça.
Mais simplement pour dire que certains des mots qu'on utilise si anodinement ont parfois des racines très anciennes et à travers les racines, on peut comprendre aussi certains éléments de la géographie très particulière. Bon, le 26 octobre, bien sûr, 1813, au-delà des limites de la communauté métropolitaine, qui n'existait pas encore à l'époque, c'était la bataille de la Châteauguay. Aujourd'hui, Châteauguay fait partie des banlieues montréalaises, peut-être pas le territoire de la bataille, mais c'est simplement pour se rappeler que sur ces territoires qui entourent les grandes villes, il y a également des enjeux de la grande histoire avec un grand H qui se produisent. Une petite anecdote, en novembre 1986, le 9 novembre, était élu à Montréal l'équipe du maire Jean Doré, avec le rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal. Et quelques semaines après, il y avait une conférence d'Hydro-Québec. Peut-être que Gérard Baudet, qu'on admire dans la pièce ici, s'en rappellera. C'était à la bibliothèque Saint-Sulpice, que se tenait dans le sous-sol, le Grand Auditorium, ce lieu aujourd'hui mystérieusement fermé depuis tant d'années. Eh bien, cette conférence m'a amené, on m'a demandé à cette occasion d'emprunter une Renault 5 à mon père, puis d'aller promener le conférencier à Montréal, parce que c'était son intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on a visité? On a visité les duplex avec un garage sous le salon à La Salle. On a visité les clusters à Dollard-des-Ormeaux. On a visité un petit peu de l'île des Sœurs. On est surtout allé à Nganan-Waukegan pour voir comment les franges de la métropole se développaient avec leur situation très particulière. Cette personne, c'était Michel Cantal-Duport. C'était un urbaniste proche de quelqu'un d'aujourd'hui, c'est l'anniversaire, encore un éphéméride, tu vois, ni l'autre que François Mitterrand. Alors, mais au-delà de cette anecdote complètement loufoque, ce qui est intéressant, c'est que Michel Cantal-Duport travaillait sur un programme qui s'appelait Banlieue 89. À l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, le président, la République, vous savez comment ils peuvent être, the Republic, the French Republic, voulait rétablir un sentiment de dignité et d'identité dans les banlieues des grandes villes. On a vu que ça n'a pas tellement marché avec les grandes émeutes et les incendies des années 2000, mais l'intention était de faire que ces territoires qui étaient souvent méprisés par les villes retrouvent de la dignité, qu'on établisse des bibliothèques, qu'on développe des activités. Et je le mentionne parce que ça nous rappelle que la relation entre ville et banlieue n'est pas la même dans certains pays, certains continents, qu'elle n'est ici. À Montréal, l'idée de banlieue, évidemment, remonte au 19e siècle. On peut penser au Newtown où on était, à Saint-Lambert, Ville-Mont-Royal. L'article que Gérard Baudet, l'interview, les réponses, on s'en rappellera. Si vous avez l'occasion, allez voir sur le Facebook d'Héritage Montréal. C'est très intéressant. C'est un grand entretien en prévision de ce soir. Il nous rappelle plusieurs exemples. Et il y a eu évidemment l'après-guerre. On va en apprendre tantôt. Dans notre monde contemporain, actuellement, on est au 10e anniversaire du plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui est à l'échelle de la métropole une espèce de pacte entre les villes et les banlieues. Il y a 82 municipalités, différents environnements, différentes orientations, mais ils ont réussi en 2012 à établir une entente sur ce territoire-là qui va être bientôt mise à jour. Alors, l'échange d'aujourd'hui peut peut-être nous aider à contribuer à la prochaine génération. On a établi la thématique de cet échange comme étant un patrimoine moderne à l'ère du développement durable. Mais la question sous-jacente, c'est quel est l'avenir de ces territoires-là? Est-ce qu'on connaît leur passé, leur origine? Est-ce qu'on sait les décrire correctement? Et le développement durable, peut-être se rappeler que ce n'est pas juste une question d'environnement. Depuis 20 ans, en 2002 d'ailleurs, c'est le maire de Saint-Laurent qui était le représentant de Montréal à cette grande conférence Sommet de la Terre qui s'est tenue à Johannesburg en 2002. Ils ont identifié 4 piliers au développement durable. Évidemment, la durabilité écologique, il y a le développement économique, il y a les éléments d'équité sociale, mais il y a également la diversité culturelle. Donc, les enjeux de culture, c'est un des piliers, et dans la culture, c'est aussi le patrimoine. Ce sont des sujets qu'on va aborder aujourd'hui dans un contexte actuel, c'est-à-dire post-pandémique, avec des enjeux de
d'accès au logement, de croissance des familles, de démographie. Alors, aujourd'hui, ce soir, on commence par 3 présentations. Dans l'ordre, Lucie Morissette, Guy Vadebonheur, puis Nathalie Martin. Puis après ça, on aura un échange qu'on espère intéressant pour tout le monde. Et aussi bien ici qu'à travers le cyberespace. Et n'hésitez pas, pour les questions, on trouvera une façon de les amener. Ce sera suivi d'un petit verre réel, malheureusement pour le virtuel, ça sera moins disponible, mais un petit verre de l'amitié qui suivra. Alors, sans plus tarder, Lucie Morissette, au lutrin, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Dino. Je suis ravie d'être ici ce soir. Est-ce qu'on peut mettre ma photo? Pas la mienne, mais celle que j'avais choisie. Puisqu'étant ici, voilà. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. On va faire un test. Si je vous dis, dans les banlieues, il y a des... Oh. OK, on va essayer d'accorder ça. Entre autres. Cette photo-là que vous voyez à l'écran, cette photo-là, en fait, cette maison que vous voyez sur cette photo, c'est la maison de la famille Dion à Saint-Rédempteur sur la rive sud de Québec. Comme vous êtes des gens connaissants, hein, vous voyez que c'est un bungalow des années 60, hein, c'est-à-dire en gros l'archétype ordinaire de la banlieue ordinaire. Croyez-vous? Pour la famille Dion, en 2003, quand la famille Dion m'a proposé de photographier son bungalow, pour la famille Dion qui habitait cette maison-là depuis sa construction, cette maison-là, ça s'appelait une maison québécoise. C'est-à-dire que ce que vous et moi, on voit sur l'île d'Orléans, une maison québécoise, c'est ça. Ça, c'est une maison québécoise pour la famille Dion. Bon. On pourrait être tenté comme ça, en gens connaissants, hein, de dire que les Dion sont des crétins acculturés. C'est d'ailleurs ce qu'on dit avec parfois un peu plus de mots, là, c'est ce qu'on dit des quelques 80% de Canadiens qui ont grandi dans une banlieue depuis la deuxième moitié du 20e siècle. Et c'est, je pense, le grand problème du bungalow et de la banlieue si on doit parler de leur avenir aujourd'hui. C'est quoi qu'on en dise? En Amérique du Nord, au Canada et au Québec, le bungalow, c'est un emblème identitaire. Et il l'est peut-être encore plus au Québec. Il est apparu, cet archétype de la banlieue, hein, il est apparu, comme vous le savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec le baby-boom, avec l'engagement nouveau des gouvernements dans le domaine de l'habitation, engagement qui a tout à coup permis à un grand nombre de personnes, puis je devrais dire un grand nombre de familles, hein, un grand nombre de familles d'habiter dans une maison. Pas une pièce surpeuplée de logements insalubres dans un centre-ville industrialisé, dans une maison. Et c'est cette maison, de l'autre côté de l'industrialisation, donc c'est cette maison qui a permis à la famille d'exister et à travers elle, qui a donné naissance à la classe moyenne comme on la connaît aujourd'hui. C'est pas rien, hein, ça, pour une simple forme architecturale. Mais c'est peut-être justement pas seulement une forme architecturale que ce bungalow de nos banlieues. Bon, il y a une figure caractéristique, hein, comme vous le savez, cette figure caractéristique du bungalow de banlieue. De manière générale, c'est une maison d'un seul étage, le rez-de-chaussée, hein, maison d'un seul étage qui peut être rapidement, facilement construite, notamment grâce à la manière tout aussi caractéristique dont on construit en Amérique du Nord, particulièrement dans le nord-est là, de l'Amérique, en charpente claire et en bois. Ce bungalow est aussi peu coûteux à construire, particulièrement au Québec, hein, puisque c'est là qu'il va devenir particulièrement québécois. Il est peu coûteux à construire parce que ce bungalow devient rapidement, et ça aussi vous le savez, devient rapidement avec sa famille
devient un enjeu de forte concurrence en fait, entre des dizaines de petites municipalités qui se partagent au lendemain de la Deuxième Guerre le territoire du Québec et qui vont rivaliser d'ingéniosité pour attirer des bungalows sur leur territoire, y compris en assumant le coût de développement des rues, des infrastructures d'égouts et d'aqueducs, ce qui va en retour réduire plus encore les coûts pour les constructeurs. Et c'est d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est d'ailleurs ce qui au Québec va donner naissance à cette espèce particulière de constructeur, qu'on appelle un contracteur. Contracteur, ce qui est bien sûr un anglicisme, un calque de l'anglais, mais qui est surtout un survivant des traditions constructives de l'avant-guerre, que ce contracteur va perpétuer dans des bungalows québécois. On a donc des bungalows avec des croix de Saint-André sous les planchers et des murs en pièces sur pièces. Des maisons québécoises. Bref, cette maison archétypique, ce bungalow archétypique, c'est une habitation peu coûteuse à construire et une maison peu coûteuse à acquérir qui va soutenir l'avènement de la famille moderne et de la classe moyenne en même temps que les municipalités vont acquérir des compétences en aménagement du territoire. Le bungalow est donc devenu aussi une forme urbaine, et pas seulement une forme architecturale, une forme urbaine là aussi particulière au Québec, puisque c'est aussi la forme la moins coûteuse pour les constructeurs qui a rapidement prédominé, ce que j'ai appelé le bungalow à long pan, le bungalow qui présente sa longue façade à la rue, ce qui fait aussi de longues rues et des rues étalées et de l'étalement urbain, ce qui n'est pas le moindre des reproches qu'on fait aujourd'hui au bungalow. Peut-être d'ailleurs plus ce reproche, et je vais y revenir, peut-être d'ailleurs plus en raison de la forme sociale de cette habitation de masse, plus en raison de sa forme sociale que de sa forme urbaine. En tout cas, ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Mais il faut néanmoins voir aussi que ce sont ces banlieues qui ont appris aux urbanistes à faire des villes, et ce sont ces bungalows qui ont appris aux architectes à faire des maisons. Je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais c'est là qu'on a pu développer tout un pan beaucoup moins connu et discuté de ce qui est du patrimoine moderne aujourd'hui et que les historiens d'architecture ont appelé du régionalisme. Bref, ces bungalows, ce sont des maisons idéales où les Québécois de la Révolution tranquille s'épanouissent. Alors de là à les appeler maisons québécoises, il n'y a qu'un pas, ce que la forme du bungalow accommode aussi très bien, puisque le bungalow, contrairement à nos condos et contrairement à nos McMansions, le bungalow est éminemment personnalisable dans son intérieur comme dans son extérieur. C'est d'ailleurs ce qui est le premier registre de la critique du bungalow, de soutenir l'abrutissement d'une population dépeinte comme étant obsédée par la rénovation permanente de son salon, de son carport, de sa cour avant ou de sa cour arrière. La pièce de théâtre Les Voisins qui a été portée à l'écran, vous vous souvenez peut-être, Louis Saillat, Claude Meunier, a ce dialogue formidable, vous me permettrez de le citer brièvement pour vous le rappeler. As-tu posé ta toilette dans la cave? Pas encore, non. Parle-en pas à Janine, c'est ce que je veux lui faire comme cadeau. Avez-vous changé le salon de place? Ben oui, avant, il était dans la salle à dîner. Oh, c'est beau, on se penserait ailleurs. Je t'ai pas dit ça, ma fille. J'ai tout refait la cuisine. Oh, que ça doit être joli. On a innové la chambre de Suzy aussi. Regarde, j'ai mis la tapisserie sur le mur du poêle, je trouve que ça fait plus kitchen. Ben, je comprends. T'avais en plein le genre de mur pour mettre de la tapisserie, toi. Évidemment, et malgré que le bungalow québécois soit bel et bien québécois et rien d'autre, et je pourrais revenir là-dessus, mais son sous-sol, son carport et même son cabanon sont devenus québécois, malgré qu'il soit bel et bien québécois, le bungalow a été assez rapidement associé par peut-être une élite qui se voyait mieux dans les hôtels particulier du Marais à Paris, par exemple. Le bungalow a été rapidement associé à une forme d'acculturation du Québec venant des États-Unis. Les Américains, eux autres, ils l'ont l'affaire, comme dit Elvis Gratton. Qui habite où, Elvis Gratton? Dans un bungalow. En fait, la principale chose que le bungalow québécois a en commun avec son voisin états-unien, c'est sa dénonciation. Dès que la banlieue a permis d'exister à la classe moyenne dans les années 70, on s'est mis à retracer dans la banlieue, dans les bungalows,
tous les travers de cette société moderne qu'on pouvait du coup décrire comme un bloc monolithique. La superficialité, les mœurs légères, hein, pensez à Deux femmes en or de Claude Fournier, tant et si bien que quand la science universitaire s'est mise à réfléchir au bungalow, ça a été pour le transformer en autre chose, ce à quoi le bungalow se prêtait aussi bien. On s'est donc mis à avoir des bungalows surhaussés, puis des sites de bungalows de plus en plus valorisés, surtout quand la ville les a rejoints, en particulier autour du marché Jean Talon. On parle donc aujourd'hui de les densifier, hein? J'observe ça sans aucune nostalgie ni jugement de valeur, mais je pense qu'il faut se demander pourquoi. Ça peut sembler si facile de transformer nos banlieues de bungalows et pas l'île d'Orléans. Notre bungalow puis nos banlieues sont des faits de culture et comme tel, et Dino vient de l'évoquer, et comme tel, c'est certain, c'est normal, plus le temps passe et que notre société continue de se moderniser, c'est certain que ce mode étrange d'habiter du bungalow et de la banlieue peut paraître aujourd'hui pour certains de plus en plus étrange. Je pourrais discuter aussi de ça. Ça pour dire que penser le bungalow comme un patrimoine ou penser l'avenir du bungalow et de nos banlieues, patrimoine moderne ou patrimoine pas moderne, ça demande probablement d'abord de penser puis peut-être de réhabiliter un peu de la culture du bungalow. Parce que le bungalow, ce bungalow, les autres bungalows, ils sont de fait québécois. C'est juste une autre maison québécoise. Alors, dans les banlieues, il y a... Voilà. Merci. Merci, Lucica. On a maintenant peut-être rappelé que le mot bungalow, parlant de colonialisme, est quand même un mot importé des Indes par l'Empire britannique, n'est-ce pas? Sans plus tarder, Guy Vadeboncoeur, qui émane d'une banlieue, Terrebonne, bien connue, enfin, c'est ça, alors, de la Société de développement culturel. Alors, à toi la parole, merci. Avant de commencer, vous allez me permettre, comme muséologue, de saluer Suzanne, avec laquelle, effectivement, on a réalisé ce qui est maintenant McCord Stewart, parce que je proviens du Stewart comme tel. Donc, effectivement, ça a été un moment absolument important dans l'histoire des deux institutions et on lui souhaite la plus belle retraite possible. Donc, je suis ici pour vous parler au nom de la Société pour le développement culturel de Terrebonne et ses relations avec la ville de Terrebonne. Parce qu'effectivement, on est devant un patrimoine plutôt ancien qui, à une certaine époque, a beaucoup souffert. Donc, je vais vous faire un petit peu le parcours de ce que peut-être la valeur patrimoniale de ce qu'on entend et principalement de ce qu'on retrouve sur l'île des Moulins. L'île des Moulins qui est à Terrebonne. Donc, la seigneurie de Terrebonne avait été concédée à André Deslauriers des Landes, le seigneur, en 1673. Il était peut-être paresseux parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est fait sous sa direction. Si bien qu'en 1707, les censitaires ont décidé d'eux-mêmes d'installer un moulin en bordure de la rivière. Et la seigneurie ayant été achetée par la suite par Louis Lepage entre 1720 et 1745, il a décidé d'en faire un centre industriel. Donc, on y installe des moulins à farine, moulins en 1721, entre autres, un moulin à scie, ainsi que des chaussées et des barrages qui confirment le potentiel énergétique de la rivière et de l'emplacement à Terrebonne. Et c'est sans parler du village qui commence aussi à se développer à proximité. En 1802, la seigneurie est vendue à Simon McTavish, dirigeant de la Compagnie du Nord-Ouest.
Il fait de l'île des Moulins à ce moment-là un centre industriel important avec des moulins à farine, des moulins à cardé, des moulins à scie et bien entendu, il est impliqué dans le commerce des fourrures qui prospère à cette époque. Justement, on vient d'inaugurer une exposition qui s'intitule de Terrebonne à Fort Chipewyan, qui rappelle cette période où effectivement des Terrebonnais sont partis vers l'Ouest canadien et se sont retrouvés exposés à des Autochtones dont ils n'avaient absolument aucune idée de ce qu'ils pouvaient être. Donc, l'île des Moulins devient un centre industriel important. Un autre propriétaire qui va aussi devenir un personnage clé est Joseph Masson, qui achète l'île en 1832 et il fait ériger un moulin à farine en 1846. Sa veuve continue son œuvre, poursuit l'exploitation, construit le bureau seigneurial après 1847, le moulin neuf en 1850, et ça devient l'une des 3 plus importantes manufactures de tissus d'étoffes du Bas-Canada. Après son décès de la veuve Masson, des nouvelles formes d'énergie apparaissent et le site commence à perdre de son importance. Les moulins cessent de tourner à peu près au début du 20e siècle et le complexe, à ce moment-là, change de main à plusieurs reprises et subit des transformations qui vont culminer jusqu'à un certain point, juste un petit peu avant l'Expo 67, où on y installe un parc de maisons mobiles pour accueillir les visiteurs étrangers qui venaient pour l'Expo 67. Lorsque le propriétaire de ce camping dynamite une partie de la digue et laisse à l'abandon les installations patrimoniales, dans les années suivantes, un groupe de citoyens du Vieux-Terrebonne, propriétaires de maisons patrimoniales pour la plupart, entreprennent une démarche citoyenne pour la préservation des bâtiments, démarche qui est appuyée par le journal local. En 1961, le gouvernement du Québec s'était doté d'un ministère de la Culture et des projets de sauvegarde patrimoniale voient le jour à ce moment-là. C'est à cette époque que le ministère restaure et aménage la place royale dans la basse ville de Québec. Au début des années 70, le député de Terrebonne, qui deviendra par la suite ministre des Affaires culturelles, l'honorable Denis Hardy, est alerté de la situation déplorable de l'île des Moulins. Il entreprend la procédure de classement qui aboutit pour l'ensemble des immeubles patrimoniaux de l'île des Moulins en 1973. Donc, on est à 49 ans là, du classement des bâtiments. Le ministère des Affaires culturelles acquiert l'île l'année suivante, en 1974, puis entreprend la restauration des bâtiments et sa mise en valeur. C'est alors le 2e plus important chantier de restauration du gouvernement du Québec après celui de la Place Royale. Et c'est à Terrebonne, en banlieue. Au début des années 80, le groupe de citoyens engagés au départ, qui se faisait connaître sous le nom du groupe de la place publique, met sur pied la Corporation de l'île des Moulins qui a pour mandat d'animer le site patrimonial. La ville de Terrebonne ne s'intéresse pas ou peu au site jusqu'en 1983, lorsque le besoin de construire une nouvelle bibliothèque municipale s'est manifesté. Une entente avec le ministère de la Culture, qui devait bien sûr débourser certaines sommes pour cette bibliothèque, favorise la construction de la bibliothèque à l'emplacement des moulins d'origine, c'est-à-dire à l'entrée de l'île des Moulins, ce qui libère l'emplacement qui était convoité par la ville pour de l'habitation. Donc, c'est un gagnant-gagnant entre la ville et le ministère. La Société du développement culturel de Terrebonne fut incorporée en 1987.
à partir de la corporation de l'île des Moulins pour s'occuper du théâtre municipal et du projet de construction du théâtre du Vieux-Terrebonne qui existe aujourd'hui. Donc, la SODEC est un organisme mandataire de la ville qui reçoit une subvention annuelle qui lui permet d'exécuter son double mandat, celui de culture et de patrimoine, au nom de la ville. Mais en 1992, sur l'impulsion du maire Irénée Forget, une entente tripartite intervient finalement entre le ministère de la Culture et la ville de Terrebonne et la SODEC pour confier à cette dernière la gestion du site rénové aux frais du ministère. Acheté par la ville de Terrebonne en 1995, l'ensemble, aujourd'hui, est un important site patrimonial et culturel et récréo-touristique. Qu'est-ce que la SODEC? Je vais vous expliquer un petit peu cette bébite qui est la SODEC. La SODEC est un organisme à but non lucratif, mandataire de la ville de Terrebonne. Dans le cadre d'une politique de délégation, les municipalités ont souvent recours à des organismes mandataires pour mener à bien un mandat particulier. On a créé la Société du 350e qui sera célébrée l'année prochaine. Donc, le mandat de la Société, c'est d'organiser le 350e et les fêtes autour. Donc, la SODEC, c'est un organisme indépendant avec son propre conseil d'administration qui est le principal partenaire de la ville en matière de culture, de patrimoine, de muséologie, qui jouit d'un statut de musée agréé. L'agrément des institutions muséales est délivré par le ministère de la Culture et des Communications au nom du gouvernement du Québec et garantit à la population l'accès à des établissements de qualité. De plus, ce statut ouvre l'accès à des programmes subventionnés. La SODEC s'est définie de plusieurs façons. Bien sûr, on se retrouve avec une définition qui fait d'elle un organisme qui s'engage à développer, à promouvoir et à donner l'accès à la culture et au riche patrimoine aux citoyens de Terrebonne. Et maintenant, dans sa nouvelle mission, non seulement Terrebonne, mais peut-être la municipalité régionale des Moulins. Elle définit son rôle notamment en faisant la promotion de l'île des Moulins et de son patrimoine, mais principalement depuis 2021 autour de deux axes principaux. Le premier axe étant celui de la programmation et des services, partager notre passion de la culture et accroître notre présence et notre rayonnement. Ce qui est important de se rappeler, c'est que la SODEC, comme tout organisme vivant, est en perpétuelle adaptation dans son environnement. Elle a évolué depuis sa fondation pour devenir un organisme incontournable à Terrebonne en matière de conservation, de préservation, de promotion et de diffusion du patrimoine et de la culture dans son ensemble. Issue d'une démarche citoyenne il y a près de 50 ans, la SODEC, qui en a 35 cette année, a su garder son indépendance à l'intérieur de son statut d'organisme mandataire de la ville et s'imposer comme un partenaire responsable au fil des changements d'administration municipale. On pourrait s'en parler plus longuement, mais voilà. Merci Guy de nous avoir présenté un endroit, enfin une banlieue. On pense à une banlieue, mais on se rend compte que finalement c'est une ville qui a elle-même su se développer des banlieues. Et quelle est la relation entre le centre historique et les banlieues à l'intérieur de Terrebonne? Peut-être qu'on y reviendra là tantôt, mais peut-être pour démontrer une information inutile, mais nécessairement connectée à ce qu'il vient de dire. Le seigneur Masson, dont il a été question, était un promoteur immobilier actif à Montréal, et David Anna nous rappelle que la première terrasse, le premier ensemble immobilier résidentiel qui a été construit sur McGill College à l'époque s'appelait la terrasse Sainte-Sophie, du nom de l'épouse du seigneur Masson. Alors, mettez ça dans votre pipe, comme on dit. Alors, sans plus tarder, Nathalie Martin
qui nous parle des piscines hors sol et tout ça. Merci. Bien, bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis contente d'être là moi aussi afin de partager les expériences de Laval, une banlieue montréalaise. Je suis contente de voir que je suis une digne représentante des 80 ou 90% des gens ayant grandi en banlieue parce que j'ai effectivement grandi à Laval. J'ai quitté Laval pour mes études universitaires vers Montréal, puis là, depuis plus de 5 ans, je suis de retour à Laval, mais plus pour poursuivre ma vie professionnelle. Puis je suis contente d'être ici aussi pour pouvoir vous parler, moi, ma petite présentation afin d'alimenter les échanges va être davantage autour d'une représentante de municipalité. C'est quoi les enjeux dans une municipalité, justement, de banlieue? Comment ça évolue? Comment on peut la densifier? C'est quoi les outils qui sont mis à notre disposition? Donc, ça va faire l'objet de ma présentation. Mais je vais commencer d'abord par vous présenter. Bon, je pense que tout le monde ici dans la salle connaît bien Laval, mais c'est quand même, Laval a quand même une particularité. C'est une ville, mais c'est également une MRC et une région administrative. Donc, c'est comme 3 entités en une. C'est une île qui représente à peu près 268 km². C'est une île aussi, une ville qui est issue de fusion de 14 anciennes municipalités depuis 1965. Et c'est une ville quand même avec une importance au niveau de ses habitants. Il y a quand même un demi-million d'habitants qui habitent à Laval aujourd'hui. C'est quoi le patrimoine de banlieue ou c'est quoi, qu'est-ce que ça représente comme patrimoine une ville comme Laval? Bien, premièrement, c'est issu de très longtemps. Le patrimoine lavallois, je pense qu'il représente une typologie très variée de patrimoine. Ça commence avec l'occupation autochtone où on a encore aujourd'hui des nombreux témoins archéologiques. Il y a les Jésuites qui sont venus s'établir à Laval vers 1636. Ensuite, au 18e siècle, il y a eu l'apparition des premiers noyaux villageois de Saint-François-à-l'Est, ensuite Sainte-Rose, Saint-Vincent-de-Paul. Il y a eu aussi, Montréal avait déjà des étroits liens avec Montréal, était appelé les Jardins de Montréal, donc c'était le potager de Montréal à Laval. C'était aussi le lieu de villégiature des anciens chalets. Les Montréalais allaient se recréer, allaient se reposer à Laval les week-ends dans les nombreux chalets qui restent encore aussi comme témoins. Mais Laval, étant donné que c'était aussi l'expansion de Montréal, son grand boom de construction a été dans les années 60 avec l'avenue des autoroutes, les automobiles, la facilité de se déplacer pour aller retravailler à Montréal. Donc, le cadre bâti lavallois date principalement des années 60. Ce qui fait en sorte qu'au niveau du patrimoine, la représentativité du patrimoine à Lavallois, au niveau du patrimoine ancien, on a plus de 1500 bâtiments de patrimoine ancien, dont 7 sont de valeur exceptionnelle. On a 3 églises, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Rose et puis Saint-François. On a aussi des maisons patrimoniales exceptionnelles, la maison André-Benjamin Papineau qui appartient maintenant à la ville de Laval, la maison Terrien, la maison Labelle et vous connaissez aussi le vieux pénitencier là, de Saint-Vincent-de-Paul. Au niveau du patrimoine moderne, ville de banlieue, patrimoine moderne, on a plus de 500 bâtiments qui représentent le patrimoine de banlieue, dont 4 de valeur exceptionnelle, dont l'hôtel de ville de Laval, sur la place du Souvenir, dans Chomédé. Il y a aussi le bloc A de la Cité de la Santé, l'hôpital, qui est d'une valeur exceptionnelle au niveau du patrimoine moderne, la centrale hydroélectrique de la Rivière-des-Prairies et l'église Saint-Maurice de Duvernay aussi de Roger d'Astou. On a 5 ensembles de la modernité. Vous avez des pastilles ici que vous voyez à l'écran. Vous avez le secteur Les Abeilles, donc à cause de la typologie architecturale qui reprend un peu la typologie des ruches. Vous avez le secteur Haute-Rive, qu'on appelle aussi le secteur des Ranch House dans Duvernay. Il y a Avenue du Crochet et le secteur Boisvert, qui sont des types de banlieues, et le secteur Mattawa, qui est un secteur d'ancienne villégiature. Laval, c'est aussi le reflet de l'expression de plusieurs firmes d'architecture. Il y a plus de 25 firmes d'architecture reconnues de patrimoine moderne qui ont œuvré et qui ont donné le patrimoine lavallois. Je parlais tantôt des enjeux de protection pour les municipalités. Qu'est-ce qu'on fait justement avec la protection de ce patrimoine-là, avec la densification, avec les tours qui poussent et tout ça? Donc, je dirais qu'un des premiers enjeux, ce serait la connaissance et la reconnaissance. Au niveau de la connaissance et de la reconnaissance, en fait, le patrimoine, je pense que le patrimoine ancien est assez bien reconnu des citoyens.
Une vieille maison ancestrale, tout le monde va dire oui, c'est du patrimoine, on veut la conserver, mais le patrimoine moderne, le bungalow, la maison québécoise, comme on parlait tantôt, les gens ne font pas référence à du patrimoine, ils vont plus être enclins à le démolir ou à reconstruire. Ce qui fait que le deuxième enjeu, bien, c'est vraiment un enjeu de protection contre la démolition ou la densification. Plusieurs quartiers Lavallois ont été construits dans les années 60, donc il y a beaucoup de verdure à maturité. C'est des quartiers où la valeur foncière est élevée, donc il y a une énorme pression sur les bungalows pour être démolis puis remplacés par des monster houses. Il y a aussi un enjeu de financement quand les villes imposent, à raison, certaines réglementations pour la protection du patrimoine. Ça cause un fardeau, je dirais, financier sur les propriétaires. Donc, il y a aussi un enjeu de financement. Puis, je terminerai en disant un enjeu peut-être à l'échelle métropolitaine. Je pense qu'à l'échelle de la région métropolitaine, on gagnerait à partager les connaissances en patrimoine, partager nos enjeux, se regrouper pour faire face à faire des pressions au gouvernement pour pouvoir avoir plus de moyens, parce qu'il y a eu beaucoup de délégations de pouvoir par le passé, mais les moyens financiers et humains ne suivent pas toujours. On a quand même à notre disposition des outils ou des lois qui nous permettent d'agir en matière de protection de patrimoine. Il y a premièrement la loi sur le patrimoine culturel, qui, dernièrement, avec l'obligation pour les MRC de faire des pré-inventaires, des inventaires qui vont aider à la connaissance. Il y a aussi la possibilité de faire la citation de bâtiments au niveau municipal, au niveau de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On a aussi plusieurs outils. Je dirais le premier, le règlement de zonage, qui nous permet d'avoir des normes, qui permet aussi de réduire la pression sur les bâtiments patrimoniaux, permettre la préservation de certaines caractéristiques, notamment par l'adoption des PIA. Il y a les règlements de démolition aussi qu'on peut adopter pour empêcher les bâtiments d'être démolis. Nouvellement, que les municipalités commencent à se faire la main, le règlement d'entretien et d'occupation des immeubles aussi, qui permettent aux municipalités d'agir en prévention. Donc, de ne pas attendre que les bâtiments deviennent dans un état de délabrement tel qu'à un moment donné, la démolition devient la seule fin en soi. Et la possibilité aussi de citer les bâtiments pour les municipalités. Pour terminer, puis pour lancer après ça les débats ou les questions si vous en avez, je voulais vous parler rapidement des outils qu'on a mis en place à Laval dans les 5 dernières années. Premièrement, on a fait faire une étude typomorphologique pour l'ensemble du territoire. Donc, tout le territoire bâti a été compris dans dans l'étude. Ça nous a permis de retracer toutes les phases d'occupation du territoire de la ville, d'avoir des représentants ou des témoins typomorphologiques, puis après ça, de créer des ensembles avec des caractéristiques homogènes qui ensuite ont été retraduits dans notre réglementation. On a également refait faire nos inventaires, nos pré-inventaires, parce que les inventaires qu'on avait fait faire dans les années 80, on s'est rendu compte dans les années 2015 qu'on avait perdu 25% de notre patrimoine. Donc, on a fait une revue de tous les inventaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 793 bâtiments inventoriés dans le patrimoine ancien. On a également fait faire un inventaire des bâtiments centenaires avant 1920 pour bonifier cet inventaire-là. Et le petit nouveau, le petit dernier, c'est sur le patrimoine moderne. On a fait faire un inventaire sur le patrimoine institutionnel, religieux et moderne, dans lequel ça nous a permis de recenser plus de 500 bâtiments et qui nous a permis d'identifier nos 5 ensembles d'intérêt de la modernité. On a aussi adopté récemment notre règlement de code de l'urbanisme qui va entrer en vigueur prochainement au mois de novembre. On avait une réglementation à Laval qui datait de plus de 50 ans. Donc, on a mis à la poubelle notre vieux règlement de zonage. On a complètement remplacé par un nouveau qu'on appelle le code de l'urbanisme qui est inspiré du Form-Based Code. Donc, c'est vraiment basé sur la forme urbaine. Et puis, notre code de l'urbanisme, c'est vraiment inspiré des études typomorphologiques et des inventaires qu'on a fait justement pour identifier quels étaient nos secteurs de maintien à Laval. Parce qu'on ne peut pas arrêter le développement, c'est clair. Donc, on a identifié des secteurs de maintien là où on va permettre plus de la densification douce. On a des secteurs en transition où là, on va permettre, où la densité va pouvoir s'intégrer. Puis, naturellement, on a des secteurs en développement parce qu'il y a encore des terrains à développer. On a également des règlements sur les PIA, les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour nos bâtiments, pour les bâtiments d'intérêt patrimoniaux, pour les territoires d'intérêt patrimoniaux, pour l'affichage, pour également les terrains adjacents à des bâtiments patrimoniaux, parce que souvent, les propriétaires de bâtiments patrimoniaux doivent respecter certaines caractéristiques, mais leurs voisins qui ne sont pas assujettis viennent dénaturer complètement l'environnement autour du bâtiment. Donc,
On a un PIA également pour les terrains adjacents et on va avoir une intégration avec nos ensembles de la modernité. Ces ensembles-là, ces 5 ensembles-là vont être aussi soumis à des PIA. On a adopté à l'automne un règlement de démolition aussi. Ça, c'est bien important parce qu'on faisait face aussi à une grande vague de démolition des bâtiments patrimoniaux. Donc, ce règlement-là nous permet non seulement de protéger les bâtiments, mais que quand on donne un permis de démolition, il permet aussi de régir le projet de remplacement. Donc, le projet de remplacement dans lequel vient s'insérer le nouveau bâtiment, bien, respecte aussi le caractère patrimonial qui est autour. On va adopter dans les mois qui suivent un règlement aussi sur l'entretien et l'occupation des immeubles pour nous permettre d'agir en prévention, d'être plus sévère au niveau des propriétaires récalcitrants qui ne chauffent pas leurs bâtiments, qui ne protègent pas des intempéries, donc de prévenir en amont. Et puis, tout ça, ben, on a aussi adopté un programme de revitalisation. On a un programme de 300 000 $ par année pour les propriétaires, pour les aider à restaurer leurs bâtiments, mais ce n'est pas juste de la restauration, c'est de la rénovation aussi. Même les travaux intérieurs d'électricité ou de structure sont couverts par le programme, justement pour éviter la dégradation des bâtiments. Donc, on n'est pas seulement à l'aspect restauration. Et puis, pour terminer, ben, des fois, une ville, malgré tous ces règlements-là, on perd des bâtiments. Donc, la ville a procédé dans les dernières années aussi à l'acquisition de certains bâtiments patrimoniaux parce qu'on n'avait pas de règlement qui les protégeait. C'était des bâtiments à valeur exceptionnelle. C'était des bâtiments pour lesquels il y avait une valeur publique ou une utilité publique. Donc, nous avons acquis là, la maison Saint-Joseph, la maison André-Benjamin Papineau et la maison Desjardins. Et on est en train de regarder là, pour l'acquisition d'autres maisons là, présentement. Donc, j'espère que ça va inspirer les échanges. Puis, je vais m'arrêter là pour le moment. Puis, je vais attendre vos questions si vous en avez. Merci. Merci, Nathalie. Merci à nos 3 intervenantes. Peut-être une question qui me vient, cette situation on démolit pour construire un bloc à la place. Est-ce que, bon, à Laval, on comprend que vous avez reconnu ça. Est-ce qu'à Terrebonne, c'est quelque chose que vous observez? Là, on a vu il y a eu des démolitions sur l'île des Moulins, mais dans les quartiers un petit peu plus récents, quel est le degré de reconnaissance de ces ensembles-là? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut... Ben, je pense que c'est Oui, ça marche. Oui. Incroyable, mais vrai, ça fonctionne. Oui, c'est bon, OK, ça va. Non, je pense que c'est un peu la même situation à Terrebonne. Je pense pas que... Bien sûr, il y a le quartier du vieux Terrebonne qui, lui, est assez bien protégé, mais je dirais au-delà de l'autoroute 25, OK. il y a effectivement des développements qui se font et qui vont vers la densification. Beaucoup plus. Est-ce qu'il y a une appréciation de ces zones-là, un peu sous l'angle que peut-être que Laval a vu des développements plus hâtifs? Non. Okay. Et personne à la ville nous en a donné le mandat. Ah ben, comme organisme mandataire, c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'effectivement, dans les actions futures, c'est une chose que l'on souhaite faire, c'est de sortir du vieux Terrebonne et embrasser les autres parties de la ville. Mais ça vient avec les moyens de pouvoir y arriver. Ah, oui, mais ça a été dit. Solidarité, on va à Québec chercher des moyens. Lucica, est-ce qu'il y a des observations que tu peux faire sur la cause? Sur la question du remplacement, c'est certain que c'est un enjeu évident puisque ces petites maisons sur des grands terrains, bon, on n'a pas des terrains, on en discutait tout à l'heure, on n'a pas des terrains assez vastes pour donner place à des blocs comme ce qu'on peut voir ailleurs, mais c'est certain que ça peut être tentant aujourd'hui alors que nos bungalows ils étaient souvent construits 1 à 1 ou 2 par 2 ou 3 par 3 par notre fameux contracteur, en tout cas dans les années 50. Là, tous ces terrains qui aujourd'hui valent plus que le bungalow qui est dessus, ça peut être extrêmement attirant pour un promoteur qui en achète tout un lot, puis qui là construit toutes des monster house, toutes pareilles, avec un règlement dans les servitudes de propriété sur l'apparence extérieure, ce qui fait qu'ils changeront jamais, puis ils vont toujours rester des McMansion pareilles comme celles qu'il y a en banlieue de San Diego, par exemple. OK, ben c'est formidable. Comme ça, San Diego... on se sent fier quand on ressemble à ça. San Diego, Montréal, même combat. Oui, c'est ça.
Les palmiers en moins. Oui, mais ça se fait avec des imprimantes 3D, les palmiers, il n'y a pas de problème. Chez Dollarama, il y en a des petits qui flashent. Une autre chose, c'est que les images qu'on a, il y a quand même un archétype ou une observation de base sur la banlieue, c'est que c'était des banlieues dortoirs. Quelle est la notion de... Aujourd'hui, on parle de milieu de vie. Les arbres ont poussé, les familles se sont développées, les habitudes. Est-ce que traiter la banlieue à cette époque où c'est des territoires chenus et puis maintenant, comment est-ce que vous, peut-être à Laval, vous avez vu des banlieues, les premières qui apparaissent à Laval, on parle de quand? 50 ans, un demi-siècle, 60 ans? C'est quoi le degré de maturité aujourd'hui? Bien, pour répondre à ta question, dans le fond, je dirais que à Laval, il y a des noyaux villageois, dans le fond, où il y avait des qualités de vie, puis il y avait comme il y avait un sentiment d'appartenance, il y avait des services de proximité, tout ça qui existait dans certains secteurs. Il y a des secteurs qui étaient moins pourvus, effectivement, à l'époque des villes dortoirs, de la ville banlieue. Il y avait moins de services, mais de plus en plus, tous les citoyens revendiquent des services de proximité à proximité de leur lieu de résidence, à distance de marche. Oui. Mais ta question, qu'est-ce que tu voulais me dire par rapport à 50 ans, 60 ans? C'est quoi les secteurs de Laval qui sont les plus anciens dans la civilisation de la banlieue, mettons? Parce que c'est sûr que si on parle de Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Rose, c'est des vieux villages, mais mettons, de l'époque, des images qu'on a devant nous. Il y a le vieux Fabreville, le vieux village Saint-Martin, Sainte-Dorothée, Duvernay, il y en a plusieurs. Les époques de ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelles époques? Dans les années 60. Les années 60, oui. OK. Oui. Okay. Je pense qu'il y a une chose qu'on peut dire sur les banlieues dortoirs, c'est qu'il faut bien rappeler que tout cet urbanisme qu'on a appris à faire au milieu du 20e siècle, c'est l'urbanisme de la Charte d'Athènes de Le Corbusier, qui préconisait que dorénavant, dans les villes, on séparait le travailler, se récréer, habiter et circuler. Oui, et puis donc, ça, c'est le habiter, n'est-ce pas, qui doit surtout pas être au même endroit que le travailler. Et ça, c'est un mode de pensée, plutôt même si c'est Le Corbusier qui l'a formulé dans la Charte d'Athènes, c'est un mode de pensée qui est très, très anglo-saxon. Dans le mode anglo-saxon, on n'habite pas en haut d'un restaurant. Genre, on a juste à voir la différence entre Terrebonne puis une Médina pour comprendre qu'on n'est pas du tout dans le même univers culturel. Ça me surprend. Et évidemment, ces banlieues-là qui ont été faites à l'enseigne de cet urbanisme-là, elles sont très homogènes. On pourrait longuement parler aussi de l'homogénéité raciale, particulièrement aux États-Unis, qui a été un peu remarquée récemment avec les Sundown Towns et ainsi de suite. Mais toujours est-il que avec cette homogénéité culturelle, puis le fait que ce soit une représentation d'une culture particulière du territoire, aujourd'hui, dans un système où on préconise et à raison la diversité culturelle, ça peut paraître comme un mode très étrange d'habiter le territoire. Mais c'est normal que ce soit des banlieues dortoirs, parce que c'est pour ça qu'elles étaient faites, pour y dormir. Donc, ce qui était une injure était en fait, au départ, une qualité. Mais en 2022, les gens réclament des services de proximité. Quel genre de services est-ce qu'on réclame? Est-ce que ils veulent des bibliothèques, ils veulent des parcs, ils veulent des cafés, des boulangeries de quartier. Dans le fond, ils veulent retrouver un milieu de vie, comme je disais, à distance de marche de leur résidence. Ils veulent travailler aussi. Dans le fond, la culture, le travail, la récréation, ils veulent tout ça, ils veulent avoir ça dans leur quartier. OK, dans le secteur. Donc, on parle quasiment de cette idée de la ville des 15 minutes, mais appliquée à la ville dortoir. 15 minutes en auto, non? C'est ça, 15 minutes en auto. On note. D'où la réponse à la première question de Lucica. Qu'est-ce qu'il y a en banlieue? Tout le monde a répondu des garages, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu. Une maison avec un garage. OK. Juste pour mentionner, il y a quand même, je pense qu'il y a des micros qui vont circuler ou quelque chose. Si vous avez des questions, levez la main. Puis et également sur les gens qui nous écoutent de la ceinture d'astéroïdes, là, ça nous fera plaisir de recevoir vos questions. Alors, parce que c'est une des questions qu'on soulève, c'est comment ce territoire peut s'adapter. Et vers où il s'adapte? Alors, est-ce que c'est la densification, c'est par des constructions en hauteur? Est-ce que c'est plus de garages? Parce qu'on a vu une forme de densification, si tu passes
un carport doux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire, en fait, Oui, mais je pense que ça suppose aussi la mobilité à l'intérieur même ou entre les villes, ce qui permet effectivement le développement de Laval. Je m'excuse si j'emprunte, mais c'est la banlieue, oui. C'est les ponts. Il n'y avait pas beaucoup de ponts là, qui reliaient les deux îles. Il ne faut pas oublier que c'est un archipel ici, là, de Montréal. Là, le pont Papineau-Leblanc, c'est les années 60. Là. C'est quand même assez récent par rapport à d'autres. Donc, il y avait, moi, le plus ancien à ma connaissance, c'est le pont La Chapelle. Donc, par la suite, il est arrivé le pont Viau, le pont Pie-Neuf, etc., là, qui sont en travaux là, pour certains d'entre eux. Mais je pense que c'est un élément qu'il faut lier à la mobilité. Il faut se déplacer. Donc, on se déplace pour aller dormir et pour venir travailler le matin. C'est un petit peu ça qui provoque tout ça. D'ailleurs, on souligne, tu parlais, Lucie, de la Charte d'Athènes, c'est des congrès internationaux d'architecture moderne, les SIAM, et on a appris la semaine dernière le décès de Blanche Lenko, qui a sauvé avec son mari le Vieux-Montréal. On salue Joseph Hillel, qui est dans la salle, qui a fait le documentaire, alors Rêveuse de ville. Mais c'est juste pour dire qu'il y avait des gens, effectivement, il n'y a pas juste des architectes de renom qui ont travaillé sur certains secteurs. Là, c'est quoi sur la Rive-Sud? La cité modèle, c'est-tu Préville ou Ville-Jacques-Cartier? Gérard, c'est quoi Gérard Baudin, une réponse courte, s'il vous plaît. Après la réponse, donc c'est une réponse qui ne veut rien dire, c'est ça que je comprends? OK. Bon, Miko. Ah oui, il y avait une question de la part de Suzanne, puis une question du public de la ceinture d'astéroïdes. Voilà. Alors, Suzanne, astéroïdes, et après ça, Gérard, tu pourras prendre la parole, prendre le relais. C'était plus un commentaire puis une observation. Est-ce qu'il n'y a pas un nouvel enthousiasme pour la banlieue avec la COVID? On a vu plein de Montréalais vendre leurs condos sur le plateau et aller vivre en banlieue. Ils sont très heureux. Alors, peut-être que ça va être un phénomène. Puis c'est le télétravail aussi, donc ils travaillent où ils vivent. Ça change complètement la donne. Et puis, les banlieues maintenant ont des commerces de proximité et tout ça. Alors, peut-être qu'il va y avoir un nouvel intérêt pour la banlieue. Je pose la question. Y compris des pôles culturels. Mais c'est vraiment la COVID, la pandémie qui a suscité ça. Parce qu'on l'a observé beaucoup à Montréal, en tout cas. Est-ce que ça s'observe, Guy, Nathalie, Lucie? Bien, je dirais que la pandémie et le télétravail a créé un engouement non seulement pour la banlieue, mais encore plus loin que la banlieue. Les gens se sont éloignés encore plus parce que justement, pendant 2 ans, ils n'ont pas eu à se déplacer pour aller travailler. Puis là, aujourd'hui, avec le retour en hybride qu'on appelle en mi-télétravail, il y a des gens qui peuvent travailler de l'Estrie, de Gatineau. Il y a même des gens qui postulent dans d'autres villes puis qui restent dans leur ville. Donc, je dirais que c'est pas juste un phénomène dans les banlieues, mais je dirais que ça s'est élargi encore plus au-delà de ça, là, avec la possibilité d'être en télétravail. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on rejoint une situation historique. Je suis toujours un peu sur le même registre, mais je veux dire, les Anglais au 18e siècle ont inventé comme ça le suburb où on devait habiter parce que, je veux dire, à partir du moment où on s'est mis à constater la situation des villes où s'entassaient, particulièrement avec l'industrialisation, où s'entassaient les gens, et ainsi de suite, la ville, c'était l'endroit où on était quand on n'était pas capable d'en sortir. Et on a dès lors inventé des habitations, d'abord des villas, puis ensuite des bungalows, pour être capable d'habiter dans un endroit salubre. Donc, d'une certaine façon, peut-être qu'en effet, la COVID va faire redécouvrir la banlieue. Je ne suis pas sûre que ça soit au profit du bungalow, par exemple, en tant que forme architecturale. Non, mais au 19e siècle, ils n'ont quand même pas fait du télétravail avec du télégraphe. Question? Oui, une question de Daniel Joseph Chapdelaine. Certaines banlieues sont particulièrement intéressantes en matière de planification et de composition architecturale. On pense notamment au secteur de Préville à Saint-Lambert, au quartier de Val-des-Arbres à Duvernay-Laval, mais aussi à Montréal avec le Cité-Jardin, la Cité-Jardin de Rosemont ou Desmarchais Crawford à Verdun-Montréal. Donc, j'aimerais entendre Dinou et Lucie sur la pertinence de venir protéger certains ensembles à l'échelle nationale.
au même titre que l'on protège le Vieux-la-Prairie ou le secteur d'Arvida à Saguenay. Voilà, Monsieur Chapdelaine. Bon, merci pour cette question qui nous parvient directement de la ceinture d'astéroïdes, mais l'intervenant, Arvida, par exemple, ça a été évoqué. Ben, ça a été évoqué. En fait, l'intérêt de protéger de tels ensembles, c'est certain qu'il y a un intérêt de protéger de tels ensembles, mais ce qu'il faut bien voir, comme avec Arvida d'ailleurs, avec de tels ensembles, c'est qu'on n'est pas devant le patrimoine des châteaux de la Loire. Là. Et puis, pas au sens où c'est pas important, au sens où ce patrimoine, il est encore, cet habitat, ce milieu de vie, est encore omniprésent dans l'imaginaire collectif. Alors, il ne s'agit pas d'un objet qu'on regarde, qui est en monstration, puis qui nous apprend des siècles d'histoire se sont déroulés devant vous. C'est un objet avec lequel l'immense majorité d'entre nous sommes en relation avec une expérience de vie. C'est un milieu de vie dont on s'agit. Donc, oui, protéger, mais protéger comment et pourquoi, ça c'est la question, parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt à faire un musée avec une maison. Et c'est d'ailleurs techniquement à peu près impossible. Toutes les expériences qu'on a faites dans ce sens-là le montrent. Ça ne fait pas plus connaître les maisons et peut-être qu'il n'y a pas non plus d'intérêt à ce que tout le monde connaisse telle ou telle maison, par exemple, ou peut-être que oui, mais je pense que l'intérêt premier de protéger ces environnements-là et ces milieux de vie, pour répondre à M. Chapdelaine, l'intérêt premier de les protéger, c'est de répondre au désir de ceux qui y habitent, de voir reconnaître leur relation avec leur milieu de vie et de voir cette relation soutenue par les autorités municipales qui vont leur apporter les outils et les moyens pour en effet préserver les qualités patrimoniales, architecturales, urbaines de milieux de vie qui en effet sont parfois de véritables œuvres d'art qui ont été conçues à la fine pointe des savoirs urbanistiques et architecturaux. Mais pour aller un petit peu plus loin, tu as quand même travaillé très directement sur le cas d'Arvida, qui a été amené, c'est un statut de protection qui est équivalent au Vieux-Montréal, ou au Vieux-Québec, selon les lois du Québec. Est-ce qu'il y a d'autres... Et je pense que la question, c'est un peu, est-ce qu'on a une connaissance qui nous permet peut-être d'identifier à l'échelle du Québec ou des régions métropolitaines de Montréal ou d'autres, certains ensembles qui sont particulièrement significatifs? On peut imaginer, tu sais, telle église, la Saint-Maurice de Duvernay, comme on dirait, c'est un no-brainer, là, mais comment ça se fait que ce n'est pas classé? Mais l'ensemble autour, est-ce qu'il est connu, tu sais, à Repentigny, sur la Rive-Sud? Est-ce qu'on a cette connaissance? Ben, c'est un fait que l'idée de s'intéresser justement au patrimoine comme des ensembles, pas comme une collection de monuments, là, c'est quand même assez nouveau, à la fois en développement de patrimoine, mais aussi en développement des connaissances. Arvida, tu as tout à fait raison, est le premier site patrimonial déclaré parmi les sites patrimoniaux, donc avec le Vieux-Québec puis le Vieux-Montréal, qui soit à l'extérieur de la vallée du Saint-Laurent, puis qui soit du 20e siècle aussi. Donc, on a là tout un chantier de connaissances à développer, puis des initiatives comme ce qui se font à Laval. C'est absolument formidable, justement, pour développer des connaissances. Alors, on en connaît quelques ensembles et il faut encore apprendre aussi à adapter les outils, par exemple les règlements de PIA, justement pour être en mesure d'appréhender non pas seulement des collections de monuments ou des monuments un par un, mais des paysages puis des milieux de vie. Ouais. Oui. Pour les laïcs ici dans la salle, PIA, c'est pas une variation sur la chanson de Gilles Vigneault, là, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je suis désolée, j'ai repris le vocabulaire. J'ai piqué un morceau de la cour. On avait Gérard, voilà. Alors, watch out, les amis. D'abord, je voudrais dire, la première chose, c'est, on parle de la banlieue. Dans l'ouvrage que j'ai écrit sur l'histoire des banlieues métropolitaines du Grand Montréal, je rappelle bien qu'il faudrait qu'on parle des banlieues, non pas de la banlieue. Parce qu'il y a plusieurs types de banlieues. Il y en a une dont on n'a absolument pas parlé jusqu'à maintenant, dont ma voisine est une des grandes défendresses, c'est la banlieue modeste, la banlieue populaire des classes ouvrières. Pont-Viau en est un exemple, Ville-Jacques-Cartier en est un exemple. Il y a un secteur derrière Préville d'ailleurs qui s'appelait le Petit Saint-Henri qui en est un exemple. C'est des gens qui fuyaient la crise du logement et qui n'avaient pas les moyens de la classe moyenne et donc qui ne faisaient pas affaire un contracteur, qui construisaient eux-mêmes leur banlieue. Casimirville à Terrebonne en est un exemple. C'est en train d'être détruit. On est en train de tout liquider les bâtiments. Ce sont les banlieues les plus vulnérables parce que c'est de la maison
bas de gamme, dans des secteurs qui aujourd'hui sont convoités. Les terrains sont grands, ils sont bien localisés en matière de mobilité. Et celle-là, on l'ignore complètement parce qu'elle n'est pas très glamour, cette banlieue-là. Tétroville en est un exemple. Il y a tout un pan de Montréal-Nord qui est une banlieue de ce type-là. Il y en a une à Chaumédé également. Elle, on n'en parle pas. L'autre banlieue dont on ne parle pas, c'est la banlieue qui n'incarne pas architecturalement la banlieue. À Laval, sur le bord de la rivière des Prairies, près de l'autoroute, il y a 2 des plus anciennes tours résidentielles de la région métropolitaine. Elles sont identiques. C'est probablement les 2 plus belles tours résidentielles. Elles datent de 62, donc avant même l'hôtel de ville. Inspiration Le Corbusier manifeste. Et ça, on n'en parle pas non plus. Mais c'est ça aussi la banlieue. L'île Patton, c'est un projet immobilier haut de gamme, à haute densité. Il n'a pas été construit comme les plans, mais c'était assez extraordinaire pour l'époque. Et donc, dès les années 50, la banlieue n'est déjà pas ce qu'on pense qu'elle est. Elle est déjà autre chose. Et ça, je pense que quand on parle de connaissance, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on tienne en compte. Mais pour ce qui est de la documentation des banlieues, il y a des gens à Boucherville qui travaillent là-dessus. Il y a des gens, évidemment, à Laval. Vous avez travaillé à Vaudreuil-Dorion sur l'équivalent. Il y en a à Dorval présentement. Westmount et Ville-Montréal sont inscrits sur la liste du patrimoine canadien. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais on ne le sait pas. Et donc, c'est des choses qui se font en vase clos, en mode très fragmentaire. Et je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à maîtriser la banlieue de manière plus globale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on n'a rien vu, parce qu'aux États-Unis, les organismes comme Héritage Montréal ont déjà commencé à produire, il y a 15 ans, des guides citoyens, comment monter un dossier pour faire protéger votre banlieue. Et donc, quand on pense qu'on va pouvoir densifier la banlieue, je vous annonce qu'on va avoir une très désagréable surprise. C'est déjà commencé, hein? Les gens de Saint-Bruno, les gens de Saint-Lambert, les gens de Boucherville ont déjà commencé à nous dire « No way ». Nous, c'est ça et ça va rester ça. Le secteur El Rancho à Laval, c'est la même chose. Donc, on est en retard sur une réalité qui est déjà en train de popper un petit peu partout et on la connaît très mal parce qu'on connaît mal la banlieue et on connaît mal ce qui est en train de s'y passer. Est-ce que ça vaudrait la peine, puis j'en posais une question. Oui, mais absolument, mais je me dis, ce programme Banlieue 89 de Mitterrand, peut-être qu'on pourrait imaginer quelque chose à l'échelle de CMM. Nathalie. Juste pour un complément d'information, on était très limité dans notre temps, mais juste pour rassurer Gérard, dans le fond, je ne les ai pas toutes nommées, mais il y a plus que 520 bâtiments du patrimoine moderne qui ont été identifiés. Puis le Belle-Rive, je pense que c'est le Belle-Rive que tu dois faire fait, c'est ça, les 2 tours. Puis Pont-Vieux aussi, les secteurs de patrimoine plus modestes. On a une quinzaine de secteurs de patrimoine plus modestes aussi qui ont été identifiés dans les inventaires puis qui vont être protégés aussi par PIA. Donc, j'ai juste pas eu le temps de tout dire, mais on s'est documenté aussi sur toutes ces typologies de patrimoine-là, justement, du plus modeste au plus exceptionnel. Mais effectivement, est-ce qu'il y a une possibilité, la collaboration, les expériences, est-ce que là, on a la mise à jour du plan métropolitain d'aménagement et de développement qui est peut-être une occasion pour qu'il y ait des circuits. On parle de circuits, de routes vertes, de routes bleues, mais peut-être la route des bungalows ou la route des banlieues, enfin l'autoroute, peut-être qu'on devrait appeler ça, je ne sais pas si c'est une idée. Micro, ouais, rendu le micro, voilà. Bonjour. Un peu plus proche, pardon. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cet échange. Moi, personnellement, je viens de Saint-Lazare, que peut-être vous allez me dire, c'est pas assez banlieue, c'est trop rural. Mais quand on m'a dit Vaudreuil-Dorion, je fais « Ah oui, ça, je connais ». Donc, ma grosse question quand ça vient aux banlieues, c'est comment les adapter pour mitiguer ou pour promouvoir le changement durant les changements climatiques. Parce que mon expérience à Saint-Lazare, à Vaudreuil, à Hudson, c'est qu'il te faut une voiture. C'est presque impossible d'aller oui, c'est possible par vélo, mais c'est beaucoup plus long que comparé à Montréal. C'est beaucoup plus rapide en voiture. Il y a très peu d'autobus. Surtout à Saint-Lazare, des fois, c'est seulement comme 5 jours maximum par journée où il y a des autobus. Et puis, quand j'entends les discussions sur la densification, comme je sais qu'il y a, oui, l'intérêt sur les McMansions, mais je demande aussi, ben oui, mais c'est seulement 5 personnes sur un terrain qui pourrait peut-être accueillir
plusieurs autres familles, peut-être plus comme appartement ou condo, ou peut-être c'est quelque chose comme 2 niveaux. Donc, et bien aussi, bien sûr, là, je pense au changement climatique, tous ceux qui sont sur le bord de l'eau. Je pense il y a des maisons à Hudson que maintenant les assurances ne veulent plus couvrir à cause de l'eau qui est en train de monter, puis les propriétaires ne veulent pas partir. Mais en même temps, je me dis, ben, à un certain point, ta maison va être détruite sans pouvoir être récupérée. Donc, j'entends beaucoup de discussions sur les origines des banlieues, mais j'aimerais un peu plus revenir à comment les adapter pour pouvoir soit réduire la présence des voitures, promouvoir plus le transport collectif et actif, et aussi pour mieux utiliser le territoire qui est disponible. Merci. Bon, voilà une question d'actualité et aussi très pertinente avec la nouvelle politique nationale d'architecture d'aménagement du territoire du gouvernement du Québec. Est-ce qu'on a des expériences d'adaptation? Et là, on comprend qu'il y a plusieurs niveaux. La question de sortir l'auto, de réduire la dépendance à l'automobile, c'est un beau défi. Est-ce que ça va vouloir dire créer davantage de pôles de services? Le cluster qui est au milieu de l'île des Sœurs, est-ce que c'est un modèle qui peut se reproduire ailleurs? Est-ce qu'on a des expériences ou des idées? Parce que le plan d'urbanisme à Laval, c'est pas juste un plan d'encadrement, c'est aussi de vision sur l'avenir. Est-ce que ça a été pris en compte? Bien, je dirais que c'est plus on s'éloigne aussi, puis plus l'automobile, les citoyens d'une ville sont dépendants de l'automobile, plus il y a des conditions supplémentaires à mettre en place. À Laval, c'est peut-être plus facile que justement à Saint-Lazare parce que déjà, Laval est une ville urbaine, il y a 3 stations de métro, il y a quand même un réseau de transport en commun qui est assez performant. Il y a beaucoup d'améliorations à faire, mais il y a quand même un bon réseau de transport en commun. Il y a plusieurs pôles de quartier, plusieurs services de proximité. Donc, il y a même des universités maintenant à Laval. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà présentes sur le territoire qui favorisent justement la diminution de l'utilisation de l'automobile. Saint-Lazare, c'est peut-être un petit peu plus complexe parce que tant qu'il n'y a pas de service de proximité, qu'il n'y a pas d'offre en transport collectif, puis qu'il n'y a pas de densité pour offrir tout ça, c'est comme la poule et l'œuf. C'est un petit peu difficile de diminuer la dépendance à l'automobile dans ces situations-là. Donc, et la question des rives par rapport au changement climatique, est-ce que c'est quelque chose qui est, mais c'est sûr qui est en réflexion chez vous aussi? Oui, tout à fait. Nous, on est là-dedans, là, dans la zone d'intervention spéciale, dans les zones inondables 0-20 ans. C'est sûr qu'on est en train de faire des plans d'intervention pour éviter les constructions dans ces zones-là, puis voir si on ne peut pas acheter des terrains aussi en bordure de la rivière pour devenir des éponges aussi, un peu, pour augmenter la perméabilité. Donc oui, effectivement, les villes, on n'a pas le choix là, de s'en aller vers ça, là, parce que il y a beaucoup d'argent investi à chaque année. 2017-2019 ont fait très mal là, avec les 2 inondations qui étaient exceptionnelles, qu'il faut dire, mais qui ont donné une belle leçon aux municipalités avec les bâtiments implantés en rive. Donc, on n'a pas le choix de s'en aller vers ça. Là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aussi à Terrebonne? C'est quelque chose qu'on voit à Terrebonne, effectivement, parce qu'on est aux prises avec la même rivière. La rivière des... Quelqu'un a dit une rivière, ça a toujours bien 2 côtés. Oui, mais c'est quand même, mais c'est ça. Mais ce qui est remarquable, c'est un petit peu en dehors de Terrebonne à proprement dit, mais c'est du côté de Mascouche et du côté de la gare. Là où il y a des bâtiments avec une densité importante qui sont en train d'être construits et aménagés. Et effectivement, tout ça est lié à ce que je disais tantôt, à la mobilité. Ça permet de pouvoir venir au centre-ville par le train de banlieue. Tu es assis quasiment sur la gare. Donc, et c'est un secteur qui se développe énormément de manière dense. Là. Mais ça, on le voit un petit peu partout. Là. Moi, je sais bien, j'habite à Deux-Montagnes, à côté de la gare. Mais il n'y a pas encore. Mais là, il y en a un qui se bâtit, là, un 6 étages, là, qui est juste à côté. Mais il va en avoir d'autres, là. Effectivement. Là. Ça vient avec. Est-ce que c'est intéressant ou je veux dire, c'est intéressant. C'est bon pour les statistiques, là, mais. Oui, mais effectivement, dans le secteur, il y a du bungalow à protéger. Okay. Donc, ça dépend comment est-ce qu'on le fait. Puis, il y a un parc naturel aussi à côté qui. Lui est protégé aussi, donc... Ouais. Pour répondre à votre question, Saint-Lazare,
Écoutez, juste à Coteau-du-Lac, qui est à peu près à mi-chemin entre Saint-Lazare et Montréal, finalement, si on veut prendre un autobus, le seul autobus qu'on peut prendre, c'est pour aller à Valleyfield, qui est encore plus loin, finalement, et qui nous amène pas du tout vers un train de banlieue ou quelque chose comme ça. Mais ce problème-là du transport en commun, comme le problème d'une espèce d'équité de l'occupation territoriale, qui en effet, la manière des bungalows, permettrait à des familles de plus modestes revenus d'occuper ces territoires qui sont très convoités aujourd'hui. Ce problème-là, comme celui du transport en commun, on ne va le régler que quand on va finalement mettre en discussion le problème de la fiscalité municipale. Tant que les municipalités ne vont pouvoir payer leurs employés qu'en développant des McMansions ou des Monster House sur les terrains des bungalows, on va se retrouver avec des Monster House sur le terrain des bungalows, puis avec une valorisation foncière de plus en plus effrénée et avec de moins en moins de services parce que c'est pas payant, c'est pas pour cette clientèle-là. Et donc, si on veut penser à justement au patrimoine dans une perspective de justice sociale, ou rien qu'à l'habiter dans une perspective de justice sociale, ou rien qu'à l'écologie, tout ça, il va falloir repenser. Je sais que j'arrive pas à croire qu'on est encore dans cette conversation-là, mais il va falloir repenser la fiscalité municipale. Oui. Marie-Louise? Oui, une autre question en ligne de Frédéric Lecomte-Lassalle. Est-ce que les habitations intergénérationnelles ou tout autre type d'unité d'habitation accessoire peuvent offrir une solution en matière de densification douce pour mieux adapter nos banlieues? Bien, c'est une excellente question. On l'a regardé, nous, justement, quand je parlais tantôt du Code de l'urbanisme qu'on a adopté et qui va être bientôt en vigueur, dans nos secteurs de maintien, justement dans les secteurs où on voulait que la densification se fasse plus douce. Les maisons intergénérationnelles et les logements additionnels ont été permis également dans les résidences unifamiliales. On n'est pas encore rendu dans les bâtiments, les unités accessoires dans les arrière-cours, là, parce que ça cause d'autres problèmes de cohabitation, mais on a quand même offert une autre possibilité de densifier dans les secteurs d'unifamilial, justement par ces moyens-là. Fait que oui, c'est une solution. Est-ce qu'il y a des exemples intéressants qui sont faits ou c'est encore... C'est pas encore en vigueur. Ah, OK. Bon, ça s'en vient. OK, donc, très bien. Autre question? Sinon, on a Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oh. Oui, oui. C'est d'équilibre. Oups! La banlieue est un environnement absolument paradoxal. Bon, d'abord, la densification, il n'y a pas de baisse de l'automobilité dans la région métropolitaine. Les gens habitent des condos, mais ils ont autant d'autos qu'avant, ils l'utilisent autant. On calcule qu'en banlieue, c'est 6 à 7 cases de stationnement par voiture. 8 à Laval. Bon, 8 à Laval, donc c'est un cas extrême. Les maisons bigénérationnelles, les ajouts de maisons, on ajoute une auto par porte. Parce que c'est dans des quartiers qui sont totalement dépendants de l'automobile. Et ça, c'est le paradoxe. On veut changer la banlieue, mais elle s'enfonce elle-même dans l'automobilité à chaque fois qu'on fait un pas en avant, parce qu'effectivement, tout a été conçu pour l'automobile. Quand on parle des services de proximité, pourquoi vous pensez qu'il n'y en a pas? Parce que les gens sont tellement mobiles qu'ils n'iront pas acheter un pain à pied. Ils vont prendre la voiture puis ils vont acheter un pain dans la pseudo-boulangerie du marché d'alimentation de grande surface. C'est ça, la banlieue. S'il y a du stationnement. Il y en a ça, il n'y en manque pas. Mais c'est ça qui est le paradoxe de la banlieue, c'est qu'elle est tellement dépendante qu'à chaque fois qu'on essaie de la transformer, elle consolide sa dépendance à l'automobile. Et c'est quasi impossible d'en sortir. C'est phénoménal. Puis l'auto électrique, évidemment, ne va rien changer. On va juste changer de mode d'alimentation. Mais c'est un des grands défis de la banlieue. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils ont développé le retrofitting, où là, c'est carrément dit, il faut la liquider, il faut la raser, comme on faisait avec la rénovation urbaine. Et là, on met en place le canevas de base qui permet de produire des environnements qui rompent avec cette culture-là. Mais allez voir qui va avoir le culot de proposer ça. Oui, c'est parce sûr. que l'autre élément qui c'était plus facile de faire ça. Oui, mais l'autre élément qui est fascinant aussi, c'est que le discours sur la patrimonialisation de la banlieue aujourd'hui, c'est le même discours que les gens de Milton Park ont développé pour empêcher les promoteurs immobiliers. C'est exactement la même chose. On patrimonialise pour empêcher la démolition-destruction. Je pense qu'ils trouveraient qu'ils avaient certains points de vue.
Une autre question, commentaire? Oui, moi j'ai une petite question par rapport à l'enseignement, par rapport au patrimoine. En fait, la ville a souvent l'air du démon là, dans la protection du patrimoine parce que les gens arrivent avec des projets tout montés qui n'ont pas nécessairement été réfléchis dans une optique de préservation. J'aimerais savoir, à Laval ou ailleurs, quelles sont les méthodes d'enseignement auprès de la population qui sont mises en place pour sensibiliser les gens à la valeur patrimoniale que les maisons qu'ils possèdent peuvent avoir, parce que souvent, les gens ne le réalisent pas du tout. Bonne question. Est-ce qu'on a des exemples, par exemple, d'expositions ou de guides ou dans nos banlieues montréalaises sur cette question-là? Pas à ma connaissance, à tout le moins. Moi, j'ai des exemples à Arvida, mais c'est pas une banlieue. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, il y a un certain nombre d'exemples. Je pense qu'à Laval, aussi à Boucherville, c'est ce que j'allais dire, la Société de patrimoine de Boucherville puis Marigot sont très, très, très actifs dans j'allais dire le faire-valoir patrimonial, la reconnaissance patrimoniale, puis la promotion collaborative du patrimoine, c'est-à-dire qu'on sent que les citoyens sont de plus en plus engagés dans ça. Et je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que les villes, en fait, parfois on démonise les villes, mais moi je considère que le seul avenir du patrimoine, c'est entre les mains des villes puis de leur capacité de faire de la politique de proximité, parce qu'il est là le patrimoine, sauf pour la colline parlementaire, bien sûr. Et l'île d'Orléans. Attendons, si vous voulez parler avec le micro, ce serait plus utile pour vous entendre. Oui. Puis là, il y a une dernière question en arrière. Oui, je réponds. Oui, non, je suis curieuse de rebondir là-dessus, en fait, parce que je travaille personnellement comme architecte à l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Puis j'en fais énormément d'enseignements auprès des requérants lorsqu'on arrive avec des projets qui sont pas nécessairement, s'inscrivent pas dans un respect du patrimoine. Mais souvent, je constate que il n'y a pas de travail qui a été fait en amont de la part des professionnels, ou il n'y a pas assez d'enseignement qui est fait sur le terrain. Puis il manque on dirait qu'on manque au Québec de ressources à cet effet-là pour parler de patrimoine ensemble, puis reconnaître nos acquis. Puis je trouve que c'est un beau projet là, pour le futur, là, mais je ne sais pas si à Laval, vous avez des outils. Je sais que les guides, souvent d'aménagement, font une certaine forme d'enseignement, mais est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Oui. Est-ce que vous avez d'autres idées? Bien, premièrement, on a un site Internet qui est soutenu par le service de la culture. Le service de la culture à la Ville de Laval, bien, le patrimoine est un peu divisé, je dirais, en deux services. Le service d'urbanisme qui s'occupe plus de la protection, des outils pour les architectes, l'accompagnement des architectes dans les projets comme vous parlez. Là, nous, on en fait régulièrement là, de l'accompagnement au niveau des propriétaires privés, mais c'est quand ils sont rendus chez nous pour une demande de permis ou qui sont assujettis à un PIA que là, on va les accompagner. Mais si on parle plus de diffusion de connaissances en amont ou à l'ensemble des citoyens, c'est plutôt le volet du service de la culture qui s'en occupe. Il y a beaucoup d'activités de diffusion. On a les virées patrimoniales qu'on fait dans les quartiers. Donc, les gens peuvent s'inscrire, ils se promènent dans le quartier, on leur explique l'histoire de leur quartier, la valeur patrimoniale de leur bâtiment. Puis dans le cadre du plan d'action qu'on vient d'adopter il y a 2 ans, on est en train d'établir aussi des partenariats avec Héritage Montréal parce qu'on veut donner des formations, des ateliers auprès des citoyens aussi là, pour les aider dans la restauration de leur bâtiment. Mais oui, effectivement, il y a du travail qui se fait en diffusion, en interprétation, auprès des citoyens dans les quartiers, puis surtout en accompagnement quand ils viennent cogner à notre porte là, pour les demandes de permis. Là. Je pense, si je peux juste ajouter que, justement, Laval, Vaudreuil-Dorion, Boucherville montrent aussi que ce qui est important, en plus de l'enseignement et puis de la diffusion des connaissances, c'est la reconnaissance de la participation des citoyens dans la protection de leur environnement, que ce soit dans des publications, des expositions. Quand un propriétaire voit sa maison sur une petite brochure, sur un panneau ou dans le journal. sur un site web, par exemple, mais Sur une pelle de lait. Quand le propriétaire voit ses efforts reconnus, c'est certain que, puis je veux dire, il n'existe pas de propriétaires qui vont volontairement défigurer leur maison pour enlever de la valeur à leur maison. Donc, évidemment, c'est une question d'enseignement, mais c'est aussi une question de reconnaissance. Et puis, la reconnaissance stimule la participation citoyenne, tant et si bien qu'il y a des endroits où on voit des milieux à Vaudreuil-Dorion, puis des secteurs à Boucherville où la municipalité a à peu près
plus besoin d'intervenir. C'est les gens qui sont en demande. Là. Les associations aussi, souvent, qui sont créées par les citoyens qui vont défendre, puis vont être les anges gardiens ou ceux qui surveillent le patrimoine, effectivement. Mais il y a peut-être, on reviendra là-dessus, là, parce qu'effectivement, on a toutes ces bibliothèques, tous ces espaces culturels à travers le territoire de la métropole, et combien d'expositions sur les maisons des différents secteurs. C'est très peu, là, quand on y pense. Là. Puis, ce qui s'est passé à Montréal, s'il y a eu une évolution là, sur 25-30 ans, c'est parce qu'il y a eu l'exposition domicile, il y a eu le centre d'histoire, il y a eu les cours de... Finalement, c'est intéressant. Mais là, je ne veux pas priver monsieur en haut, là, dans le Jubé, de l'occasion de poser la dernière question avant le tour de table final qui nous amènera à la petite réception à l'extérieur dans l'amitié habituelle du McCord. Stuart. Bon, alors si c'est la dernière, je vais faire court. Petite question par rapport au lien entre la mobilité et l'étalement urbain. Quand on voit que les projets de transport collectif qui sont mis en place, je pense notamment au réseau express métropolitain, et la valeur des terrains qui peuvent se développer autour de ces projets à la fois d'infrastructures, mais aussi immobiliers, je veux savoir, c'est quoi la place pour les municipalités pour essayer d'avoir du contrôle sur ce développement urbain et sur cet étalement urbain? Quand on voit la place de l'automobile qui est toujours régnante, des plans pour essayer de conserver les banlieues telles qu'elles sont, comment on pourrait faire pour que ces initiatives de transport collectif puissent, d'une certaine façon, mettre un peu à l'arrêt ce tout à l'automobile et ce développement urbain? Comment on fait en sorte que les initiatives de transport collectif permettent d'être un allié dans la transition des villes vers le monde de demain et non un prolongement de l'étalement urbain encore plus loin. Donc voilà. Bon, c'est une petite question simple pour terminer, quoi, c'est ça? Ça s'appelle les mystères de la vie. Est-ce que quelqu'un est prêt avant que je ne laisse pas la parole à Gérard là-dessus, parce que je pense que on va avoir la réplique de Zelensky à Poutine. C'est ça, il y a un livre qui est décédé. Oui, exact. Ça va être court comme réponse parce que pour avoir travaillé dans 2 villes où on a été, je dirais, sollicité ou à participer à certaines réflexions par rapport à l'implantation du REM, les municipalités n'ont pas grand-chose à dire, en fait. On n'a pas beaucoup notre place à table. On nous invite, mais c'est pas évident de faire bouger ou de faire valoir les points de vue des municipalités. Là, c'est très difficile, je dirais. Là. Puis à Laval, je l'ai moins vécu parce que les stations sont déjà dans des gares de train existantes et c'est déjà tout construit principalement autour. Donc, ça se posait moins. Là, mais je dirais que la place à table des municipalités, on n'a pas beaucoup notre voix là-dedans. Là. On a essayé de donner certains points de vue, mais c'est assez limité comme réceptivité, je pourrais dire. Oui, mais c'est peut-être prendre le micro, mais ce serait, on parle de Pointe-Claire où il y a un gros pôle qui a été développé, qui est déjà... Oui. La ville s'est opposée à la construction des 2 tours. Oui. C'est un petit exemple, mais c'est quand même un exemple. C'est un exemple, c'est ça. Voilà. OK. Qui est dans un pôle autour d'un centre commercial qui est quand même un des grands modèles architecturaux de la banlieue. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on a un historique, un inventaire des centres commerciaux patrimoniaux? Lucerne, Northgate, tout ça, on s'est plaint avec l'Estérel, mais il y a Domaine. Du domaine, voilà. Normandie, voilà. Alors, peut-être qu'on pourrait faire un dernier tour de panel. Alors, Nathalie, quelques observations. J'ai la chance de commencer. On peut faire un caucus et tirer ça au porte-paille ou je peux poser un geste exécutif. Non, mais je reviendrai peut-être sur le fait que les municipalités, je pense qu'on a plusieurs, surtout si on reste dans la région métropolitaine, on a plusieurs enjeux communs face à la protection puis à la connaissance du patrimoine. Puis je pense qu'on gagnerait à travailler plus ensemble en réseau, que ce soit pour
partager la connaissance, parce que souvent aussi, on remarque qu'on recommence tout le temps à zéro. Il y a des inventaires qui existent, il y a des façons de faire qui existent, mais on ne le sait pas, fait qu'on recommence. Fait que le partage d'informations gagnerait à être partagé entre nous, les enjeux aussi de financement, de peut-être porter, comme je disais tantôt, au gouvernement ou à des paliers supérieurs, les enjeux que les municipalités vivent au niveau des ressources financières et humaines. Donc, par rapport à la question de l'avenir des banlieues, là, est-ce que on peut travailler ensemble, mais c'est ça ce que je disais aussi, on peut travailler ensemble. Tantôt, on parlait des rivières, on parlait de est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on collabore ensemble? Là, ben, je pense faire des ponts. On pourrait faire des ponts. Plus que des barrages. Oh, des tunnels, oh là là, des tiers-liens. Ah non. Guy? Oui, moi, ce que j'ai à rappeler, c'est effectivement l'action citoyenne qui est à la naissance de ce qui est devenu la SODEC. C'est encore une façon importante et valable de faire valoir la nécessité de protéger ce patrimoine-là, non seulement le patrimoine ancien, ce qui est le cas à Terrebonne, et ce qui est le cas passé, parce qu'effectivement, dans le plan stratégique qu'on est en train de finaliser, dans les actions, il y a cette volonté de sortir du vieux Terrebonne et de prendre en compte. Et effectivement, j'ai entendu sur des projets importants, effectivement, que ce soit au niveau de l'enseignement ou de la formation de la population locale sur la qualité de leur patrimoine de banlieue et de maisons canadiennes. Québécoises. Et québécoises. Il y a les deux, là, à Terrebonne. Il y a la maison canadienne et la maison québécoise. Donc, c'est ce genre de choses qui, effectivement, pourrait être mis dans notre besace de projets à venir pour ce qui est de la SODEC. Là, je m'adresse principalement au directeur général qui est assis en arrière. Oh, on est en train de finaliser certains éléments, effectivement, de notre plan stratégique qui est celui d'ouverture même vers d'autres organismes locaux, notamment la Société d'histoire de Terrebonne, qui est un autre intervenant, là, donc, qui pourrait à ce moment-là jouer un rôle aussi important. Mais comme mandataire de la ville, je pense qu'on a la responsabilité, effectivement, de provoquer certaines choses. Et présentement, disons qu'on a une mairie et un maire assez ouvert à ça. Donc, ça aide. On vous qualifie de mandataire bonne. C'est ça. Lucie? Je pense, je parlais des enjeux identitaires, bien sûr, mais je pense que si on veut, pour répondre à ta question, dis-nous que les banlieues jouent le rôle qu'elles devraient jouer comme acteurs du développement durable. Il y a aussi, puis c'est ce dont on a parlé, là, des enjeux scientifiques de développement des connaissances, en effet, puis des enjeux politiques d'affirmation des autorités locales, parce que le développement durable, c'est d'abord et avant tout une affaire de développement local. C'est de ça dont on a parlé, je pense, aujourd'hui, et c'est à cette échelle que doivent se développer, je pense, les connaissances, le pouvoir et le patrimoine. Bon, merci. Écoutez, on vous remercie. Je vous invite à saluer nos intervenants. Merci bien. On peut peut-être dégager de tout ça aussi que il y a des connexions à faire. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, 2024, un été d'activité à travers la région métropolitaine pour faire des circuits, des explorations? On n'a pas besoin d'attendre le REM, mais c'est délicieux mystère. Tu sais, il y a beaucoup d'occasions qui pourraient se présenter de faciliter ça. Et c'est peut-être un horizon qui mettra en collaboration aussi les organismes culturels, les lieux d'exposition, les universités, les collèges. Finalement, il y a tout un paquet de ressources à connecter. Alors, c'est une idée. Et connecter, voilà. Et l'autre chose, c'est une petite invitation. Alors, d'abord, on va vous souhaiter des joyeuses fêtes, puis une bonne année. Et puis, Merry Christmas, Happy New Year. Et surtout, le prochain échange urbain de ce 11e cycle, 11e session, comme le rappelait Madame la Présidente Suzanne Sauvage, se tiendra le 1er février 2023 sur le thème « Patrimoine et transition écologique ».
Donc, on n'est pas nécessairement sur ce sujet, mais on n'est pas loin. Il faudrait trouver une façon de faire des liens. Alors, on va essayer de travailler là-dessus, puis on vous invite à y réfléchir. Rien de tel que une bonne dinde avec des autocars pour échanger sur la transition écologique d'une manière concrète. Alors, on vous remercie. On remercie de nouveau Suzanne Sauvage pour son excellente et complice collaboration et toute l'équipe. Et on salue nos conférenciers. Tout le monde est invité, je pense, à la sortie. On a un petit cocktail dans le stationnement. C'est ça? Merci bien.